Alors, pour la séquence d'aujourd'hui, on va commencer d'abord par un rappel. Et vous rappelez que nous avons mis en évidence la localisation de l'information génétique au niveau du noyau. Ensuite, nous avons vu la modalité de la transmission par mitose pour entamer la détermination de la nature chimique de matériel génétique et dire que le matériel génétique est l'ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique, que nous avons détaillé avec beaucoup d'informations hier, dans la séquence d'hier, et déterminer sa composition et sa structure endoglisse. Aujourd'hui, on va revenir sur l'appellation chromatine-chromosome et on va commencer par le dénombrement des chromosomes au niveau d'une cellule. En étudiant la mitose, on a vu que le matériel génétique se présente au début sous forme de filament. C'est de la chromatine qui se condense et s'enroule pour donner des structures individualisées appelées chromosomes. Aujourd'hui, on va voir comment on va déterminer le nombre de chromosomes présents dans une cellule. Et pour ce faire, il y a un protocole expérimental à suivre pour finir par l'élaboration de ce qu'on va appeler un karyotype. C'est-à-dire, on va déterminer le nombre de chromosomes présents dans une cellule et on va les organiser sous forme de paires. Alors, le protocole expérimental est le suivant. Je vais passer assez rapidement. Là, la première étape, il faut prélever la cellule en question, de l'individu, de la personne, de l'espèce dont on veut déterminer le nombre de chromosomes. On va faire un traitement spécial à ces cellules ainsi isolées. Ces cellules, on va les placer dans des conditions qui activent leur multiplication. Et en étudiant la mitose, quelle est la phase appropriée pour pouvoir dénombrer les chromosomes? Bien sûr, c'est la métaphase, car c'est pendant cette phase-là que les chromosomes sont fortement condensés et bien individualisés, ce qui permet de faire le comptage des chromosomes par microscopie. Alors, on va stopper, on va arrêter la mitose dans cette phase-là, en empêchant la formation de fuseaux achromatiques pour que les chromosomes restent condensés et fortement condensés. Ensuite, ces cellules-là, on va les éclater pour que les chromosomes puissent sortir à l'extérieur. Et bien sûr, pour éclater une cellule, il faut la placer dans un milieu hypotonique. Et donc, on va faire un choc osmotique à cette cellule qui va éclater et libérer les chromosomes dans le milieu. Ces chromosomes, pour pouvoir les visualiser, bien sûr, il faut d'abord les fixer par de l'alcool, il faut les colorer en ajoutant un colorant spécifique et placer le tout entre l'âme et la lamelle pour pouvoir passer à l'observation microscopique. Et bien sûr là, nous avons cette dame ici qui est en train d'établir un karyotype après avoir éclaté la cellule. Voici les chromosomes qui baignent dans le liquide. Et bien sûr, ce n'est pas une observation à l'œil nu, c'est une observation microscopique qui augmente la taille de ces chromosomes pour pouvoir les visualiser. Et grâce à un logiciel spécifique, on va classer ces chromosomes. On va les classer en fonction de leur taille, de leur forme et la position du centromère. Et là, vous pouvez déjà le constater, là nous avons un chromosome et là un autre chromosome qui présente la même forme, la même taille et la même position du centromère. Et donc là, on parle d'une paire de chromosomes. Donc les chromosomes, on va les classer sous forme de paire. Depuis la paire ayant la plus grande taille, jusqu'à la paire ayant la plus petite taille. Et donc l'ensemble des paires sont classées de cette façon-là. Et ce qu'on obtient ici, c'est un karyotype. Récapitulons. Il faut d'abord choisir une cellule de la personne dont on veut établir le karyotype. Il faut la mettre dans un milieu qui favorise la mitose. Il faut stopper la mitose en métaphase en ajoutant une substance adéquate. Par la suite, il faut éclater cette cellule
en la plaçant dans un milieu hypotonique, ce qui va libérer les chromosomes dans le milieu. Et pour pouvoir observer ces chromosomes, il faut les fixer et les colorer par des substances adéquates. Et grâce à un logiciel spécifique, on va classer ces chromosomes. D'abord, on va les appareiller un par un. Et donc former des paires à la lumière de quels critères? La forme, la taille et la position du centromère. C'est les critères pour pouvoir former les doublés. Et donc, on fait ça pour l'ensemble des chromosomes que nous avons entre les mains, et puis l'ensemble constitue le karyotype. Alors, on va avancer le temps. Très bien. Alors, on va définir c'est quoi un karyotype. C'est la présentation ordonnée des chromosomes en paires homologues, le plus souvent. Et là, nous avons une animation qui va nous permettre de voir le travail qui se fait pour pouvoir établir un karyotype. Très bien. Donc là, vous allez voir les chromosomes isolés. Là, l'expérience a été faite et les chromosomes sont isolés. Donc l'ensemble des étapes, elles ont permis d'isoler ces chromosomes. Et là, on va les classer. Ça, c'est un karyotype humain. On va classer ces chromosomes. Par exemple, je vais appuyer sur celui-là. C'est un chromosome qui va prendre sa place et son numéroté de 1 à 23. Pour la simple raison, chez les humains, il y a 23 paires. Alors, on va essayer de voir quel est l'homologue. Au hasard, je vais taper celui-là, espérant que ce soit l'homologue du 6. Ce n'est pas le cas, donc c'est un autre chromosome, parce qu'il n'a pas la même taille, ni la forme, ni la position du centromère. Alors, pour gagner du temps, le logiciel va le faire à notre place, elle va arranger tout, et donc, de cette façon, on va former notre karyotype par classement des chromosomes sous forme de paires. Et donc là, vous pouvez le voir ici, vous avez votre karyotype qui compte les différentes paires de 1 à 23. Donc 23 paires, ce qui fait combien de chromosomes? 46 chromosomes. Ainsi, le karyotype est formé. Je disais que pour les diploïdes, donc on a utilisé 2 N. Pour les haploïdes, N. Là, nous avons des paires, donc c'est pourquoi le 2. Là, il y a des chromosomes. Il y a un paire. Donc c'est N. Donc il n'y a pas... C'est ça. Donc N. Bref, on distingue 2 types d'êtres vivants. Il y a les diploïdes et il y a les haploïdes. Et donc pour chacun, on va établir un karyotype. Alors on va revenir sur le karyotype humain qu'on vient de voir tout à l'heure grâce à l'animation. Là, un karyotype humain normal, parce qu'il y a des anomalies chromosomiques qui touchent soit le nombre, soit la forme. Restons dans un karyotype normal. Il y a 23 paires de chromosomes homologues au total. Sur les 23, on les partage en 2. Il y a 22 paires de tosomes, il y a une paire d'hétérosomes, ou bien des gonosomes, des chromosomes sexuels. Les 22 paires, elles sont identiques chez les 2 sexes, dénommées à l'aide du numéro. Le chromosome 1 et son homologue, c'est un prime. Le 2, et là, un homologue 2 primes.
Et là, nous avons une paire d'hétérosomes et les différences chez les deux sexes, dénommées à l'aide de la lettre XX lorsqu'il s'agit d'une femme, XY lorsqu'il s'agit d'un homme. Donc les chromosomes sexuels, ils sont homologues chez la femme et ils sont hétérologues chez l'homme. C'est pourquoi on les note XY. Alors là, pour se pencher davantage et appréhender cette notion d'homologie entre un chromosome et son homologue, c'est des chromosomes qui portent des gènes qui déterminent les mêmes caractères. Là, c'est un chromosome. Là, c'est son homologue. Sur cet endroit-là, ce site-là, il y a la couleur des yeux. Ce chromosome détermine une couleur bleue, celui-là aussi une couleur bleue. Donc, c'est la même version présente sur les deux chromosomes homologues. Pour un autre caractère, celui de la couleur des cheveux, ou bien la forme des cheveux, pardon, là, sur cet endroit du chromosome, nous avons la forme lisse, et là, nous avons la forme frisée. Donc, c'est un même gène, c'est une même partie du chromosome, mais qui donne deux formes différentes. Ces gènes peuvent être identiques ou varier légèrement. Là, la couleur des yeux, c'est identique. Par contre, la forme des cheveux, elle ne l'est pas. Donc, c'est pourquoi on va parler homozygote et hétérozygote. Homozygote lorsqu'il s'agit de la même chose qui se répète sur le chromosome et son homologue, et hétérozygote lorsque c'est deux versions différentes. Alors là, je reviens sur la paire XY. Ils ne sont pas homologues, et le schéma le montre clairement, et n'ont pas ni la même taille, ni la même forme, ni la même position du centromère. Donc, X, Y, on les appelle des chromosomes sexuels ou encore des gonosomes. Ils sont des hétérosomes. Très bien. Après cette première partie portant sur le karyotype et l'importance du karyotype pour déterminer la formule chromosomique et distinguer les organismes diploïdes des organismes haploïdes, et voir qu'il y a deux types de chromosomes, il y a les autosomes et les gonosomes. Chez l'homme, les autosomes, c'est 22 paires. Une paire de chromosomes sont les gonosomes, c'est-à-dire les chromosomes sexuels, et c'est valable chez toutes les espèces. Toujours une seule paire de gonosomes, et le reste, c'est des chromosomes non sexuels, appelés aussi autosomes. Maintenant, on va mettre l'accent sur le lien et la relation entre chromatine et chromosome. Nous avons utilisé ces deux appellations à l'occasion de l'étude de la mitose. Lors de la prophase, souvenez-vous bien, on a utilisé chromatine pour dire que c'est le nucléofilament. Cette chromatine se condense pour devenir chromosome. Donc c'est un changement d'état entre les deux. Le passage de la chromatine à la chromosome. C'est ce qu'on essaie de vous montrer ici. La chromatine, elle est là. On a vu un noyau avant d'entamer la division. Là, c'est la membrane nucléaire. Et à l'intérieur, il y a des nucléofilaments. Il y a de la chromatine qui se présente sous forme de filaments enchevêtrés. Et là, avec un grossissement de 500 000, ça prend la forme d'un collier de perles. Donc là, on parle toujours de chromatine. C'est un noyau qui n'a pas encore entamé sa division. Et donc, quand est-ce qu'on trouve la chromatine dans une cellule? Lorsque la cellule ne se divise pas. Lorsque le matériel génétique il est peu condensé. Donc, on n'a pas encore entamé la division cellulaire. Donc, et ça apparaît sous forme de granulation. C'est ce qu'on vient de dire ici. Et cet état, à savoir la chromatine, il permet toutes les activités cellulaires, car l'ADN reste accessible aux enzymes, chose qui n'est pas vraie lorsque ces filaments sont condensés. On ne peut pas accéder à l'ADN pour réaliser les différentes fonctions de la cellule. Chromosome. Donc chromatine, c'est des nucléofilaments. Chromosome, c'est un autre étage de cette même chromatine, sauf qu'il va se condenser. On peut le voir ici avec un grossissement de 25 000 fois, un chromosome dupliqué avec un centromère à ce niveau. Et là, le chromosome, il comporte deux chromatines réunies par un centromère à ce niveau-là.
c'est un chromosome bichromatidien. Là, on le voit de cette façon-là. C'est des chromosomes bichromatidiens, c'est-à-dire deux chromatides réunis par un centromère. Donc, quand est-ce qu'on peut voir ces structures? C'est au moment où la cellule entre en division. C'est pourquoi les chromosomes prennent cette forme de bâtonnet. Et donc, c'est des granulations plus épaisses avec des espaces clairs autour, c'est-à-dire il y a ces sillons-là. Et on peut déjà parler d'un bras court, un bras long. Un bras court, un bras long. Donc chaque chromatide comporte un bras court et un bras long. Et les deux chromatides se réunissent au niveau de ce point-là. Donc un centromère. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence-là? Quelle est la différence entre chromatine et chromosome? Comment les distinguer? On va les distinguer en fonction de leur niveau d'organisation. La chromatine, elle est décondensée, ça se forme de nucléophilaments. Par analogie, c'est un collier de perles. Et les chromosomes, c'est un enroulement, c'est une condensation de ce nucléophilament pour donner des granulations qui sont plus épaisses et plus claires, appelées chromosomes. Quand est-ce qu'on passe de chromatine à chromosome? Au moment où la cellule entre en division. Au moment où la cellule entre en division, le matériel génétique, elle doit se condenser, s'enrouler. C'est une préparation à un partage équitable de ce matériel génétique entre les cellules filles. Très bien. Donc, on va revenir sur le détail de sa transformation. Là, on va commencer de l'ADN que nous avons vu lors de la séance précédente. L'ADN, c'est une double hélice. C'est le modèle proposé par Watson et Crick. Les deux brins d'ADN antiparallèles reliés entre eux grâce aux bases azotées. Pour que l'ADN se transforme en chromatine, il y a un autre constituant. Ce sont des protéines basiques appelées histones. Elles sont en mauve dans ce document-là. Et l'ADN s'enroule, se spiralise autour de ces histones pour former un nucléofilament. Et donc, le passage de l'ADN à la chromatine, c'est ADN plus des protéines histones. Donc la nuance, elle est là. L'ADN, c'est le support de l'information génétique, la chromatine aussi, chromosome aussi, sauf que la différence, pour avoir de la chromatine au chromosome, il faut que l'ADN soit enroulé autour de protéines spécifiques appelées les protéines histones. Chaque groupe d'histones autour desquels on trouve un filament d'ADN, ça constitue une structure dite nucléosome. C'est pourquoi on dit qu'un nucléofilament apparaît comme un collier de perles. Donc nous avons une perle, une autre perle, avec le filament d'ADN qui regroupe l'ensemble de ces perles-là pour former un collier. Par la suite, ces nucléosomes ils vont se condenser et s'enrouler davantage, et donc pour passer de la chromatine progressivement à un chromosome. Là, c'est l'observation microscopique, et là, c'est un schéma explicatif qui va nous aider à voir comment se fait cet enroulement et cette condensation pour parvenir à des chromosomes qui sont fortement condensés. En quelle étape de la mitose on voit ces structures fortement condensées? Oui, c'est ça, c'est pendant la métaphase. C'est pendant la métaphase. Là, on appelle ça, c'est un chromosome métaphasique, car il est fortement condensé. Voilà, les chromosomes, elles sont condensées. C'est une condensation maximale, très poussée. Et je vous donne quand même, pour avoir une idée sur le degré de condensation, les diamètres ont été déterminés. Pour l'ADN seul, en l'absence des histones, le diamètre est de l'ordre de 2 nanomètres. Après enroulement autour des histones, donc au niveau des nucléosomes, le diamètre s'élève à 11 nanomètres. L'enroulement des nucléosomes entre eux donne une épaisseur, un diamètre de 30 nanomètres pour partir à 300 nanomètres et puis 700 nanomètres au niveau d'une chromatine.
Et puisque le chromosome métaphasique compte 2 chromatides, chaque chromatide a un diamètre de 700 nanomètres, donc le chromosome fait un diamètre de 1400, 700 fois 2. Là, on parlait d'une seule chromatide. Là, c'est le chromosome et le métaphasique, donc 1400 nanomètres. Donc, on part de l'ADN dont le diamètre ne dépasse pas 2 nanomètres au chromosome ayant un diamètre de 1400 nanomètres pour voir l'importance des histones d'une part et l'importance de l'enroulement et la condensation des nucléosomes. Et donc, de cette façon, on a mis le lien entre ADN, chromatine et chromosome. ADN, c'est le support de l'information génétique. Pour que ça devienne de la chromatine, il faut rajouter des protéines. Ces protéines, elles vont s'enrouler autour, l'ADN, pardon, elle va s'enrouler autour de ces protéines basiques appelées histones pour former des nucléosomes. Ces nucléosomes vont s'enrouler, se condenser pour donner des chromosomes bien individualisés, ce qui on passe d'un diamètre de 2 nanomètres de la molécule d'ADN à un diamètre de 1400 nanomètres qui caractérise un chromosome métaphasique. Alors, ainsi, cette séquence prend fin. On va enchaîner par la suite sur un autre détail concernant la réplication de l'ADN. Merci pour votre attention.